RFM Midi. RFM Midi. À l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Il est midi, voici le journal. Barthélémy Ngom. À la une, Belgique, Sénégal, le match est déjà sur toutes les lèvres à quelques heures du coup d'envoi. Un observateur du football belge, Mamadou Faye, avertit Pape Thiaw et son équipe, même s'il est d'avis que les Lions peuvent battre les Diables Rouges. Baccalauréat 2026, 2 cas de fraude enregistrés au centre du CM Ndiarka Diagne de Guédiawaye entre hier et aujourd'hui. Inacceptable selon le SAEMS qui interpelle encore une fois les candidats. Libération de Pape Malick Ndour, Mbadakhoune, son fief, se réjouit. Sentiment de soulagement, même si l'ancien ministre de la Jeunesse reste sous contrôle judiciaire. Ses proches et souteneurs annoncent la poursuite du combat pour sa libération totale. Ils dénoncent un acharnement politique contre leur leader. Campagne agricole 2026-2027, une des mesures prises hier lors du Conseil interministériel, la reconduction de l'enveloppe de 130 milliards de francs CFA. Le CNCR salue la décision, mais le COPEGA estime que l'État pouvait augmenter l'enveloppe au vu des ambitions affichées. À suivre, les actualités internationales et la revue de la presse de Mohamed Ali Mouba. Mondial 2026, jour de match pour le Sénégal, les Lions affrontent les Diables Rouges de la Belgique. Dans le cadre des 16e de finale, coup d'envoi 20h, les échos de la tanière à quelques heures du match. Ce sera tout à l'heure dans le journal du Mondial. Pape Malick Diaw et son équipe après ce rendez-vous avec l'information. Barthélémy Ngom. Aliou Ba est à la technique. Bienvenue à tous. Les 16e de finale de la Coupe du Monde qui se poursuivent. Jour de match donc pour les Lions de la Teranga. Belgique, Sénégal, coup d'envoi 20h. L'œil du technicien Mamadou Faye, fin observateur du football belge. Il pense que les Lions ont les moyens de battre les Diables Rouges, mais attention, il avertit, surtout par rapport aux attaquants, et avertit également Pape Thiaw sur le sélectionneur de la Belgique qui est un fin stratège selon Mamadou Faye. Il était l'invité d'RFM Matin ce mercredi. Je crois qu'on doit faire attention sur les coups francs. Parce qu'ils sont très forts sur les coups francs, parce qu'ils ont un Kevin De Bruyne qui est vraiment un artiste pour mettre la balle là où il faut, à la place où il faut. Donc ils ont un attaquant aussi qui est Romelu Lukaku qui a un bon timing et toujours là au bon moment et bons endroits. C'est à nous maintenant de ne pas faire des fautes n'importe comment, n'importe quoi. Et c'est à nous de prendre le match dès le début de match. Dans les 20 premières minutes, il faut que le Sénégal arrive à scorer. C'est-à-dire que et ne pas garder la balle derrière, à toi, à moi. Là, c'est fini. On doit se qualifier. Et comment on doit se qualifier? Mettre la balle dans la zone adverse et essayer de jouer et de faire un pressing coordonné pour que les relances des Belges ne soient pas des relances tranchantes comme ça. Donc voilà, on a des armes, ils ont des... Ce que je dis toujours, que bon, Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui peut changer rapidement, dire que bon, écoute, Kevin, est-ce que tu ne peux pas jouer numéro 9? Kevin, c'est quelqu'un qui peut jouer numéro 9, hein, mais un faux numéro 9 pour bluffer. Pour bluffer, c'est que quand il est joué numéro 9, il laisse les milieux de terrain, alors on va croire qu'il joue numéro 9, or qu'il va revenir sur son milieu de terrain pour commencer à donner des bonnes ballons. Les Sénégalais, justement, qui affichent l'optimisme pour ce match, mais ils demandent surtout au sélectionneur Pape Thiaw de procéder à des changements tactiques. Leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé à Mbour par Ndeye Mati Dieng. C'est pas un match à louper. Donc le classement que j'ai en tête, moi, c'est plutôt au niveau de la défense. Moussa Niakate, sur le côté, on a Krépin Diatta et El Hadj Malick Diouf. Pourquoi pas sur le milieu de terrain, le jeune Pape Matar Sarr et les deux gays. Sur les côtés, j'allais dire Assane Diao Papa pour une fois, place aux jeunes. Même sur le milieu de terrain, pourquoi pas Barassa Pokondjaï. Et au niveau de l'attaque, bien sûr, Ismaël Sarr en pointe, Iliman Ndiaye sur un côté et sur l'autre côté, je veux dire Sadio Mané. Nous avons d'abord commis énormément d'erreurs. En tout cas, le coach a commis énormément d'erreurs qui nous ont coûté subis et des défaites que les supporters ont eu du mal à accepter. Heureusement pour nous quand même que Pape Thiaw a apporté des changements lors du match contre l'Irak. On a constaté plusieurs modifications dans le 11 de départ. On a aussi observé plusieurs ajustements en seconde période face à l'Irak. Pour moi, cette composition d'équipe pourrait être reconduite face à la Belgique. Néanmoins, je pense qu'il pourrait y avoir
quelques ajustements, notamment avec Ilman Ndiaye qui pourrait évoluer dans un rôle de meneur de jeu. Pour moi, le sélectionneur Pape Thiaw doit travailler dans la continuité de la seconde période de la dernière rencontre. Si l'on fait le bilan, l'équipe a livré 2 bonnes mi-temps durant ces 3 premières rencontres. La première mi-temps contre la France et la seconde mi-temps contre cette équipe de l'Irak battue 5-0 et les 4 buts ont été marqués dans cette période. Maintenant, ce qu'on a constaté est que lors de cette Coupe du Monde, l'équipe a un problème vraiment au niveau du secteur défensif. Belgique-Sénégal, coup d'envoi 20h ce mercredi. D'autres échos de la tanière, justement, ce sera dans le journal du Mondial qui vous sera présenté après Pape Malick Diaw, après ce rendez-vous avec l'information. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Baccalauréat 2026, 2 cas de fraude enregistrés au centre du CM Ndiarka Diagne de Guédiawaye. Le premier cas s'est produit hier et le deuxième ce matin même. Selon le secrétaire général du SAEMS, Eladji Malick Youm dénonce ces pratiques et interpelle encore une fois les candidats. Il est au téléphone avec Eladji Ndiogoudiène. On nous a signalé encore ce matin un cas au niveau donc du centre de Ndiarka Diagne dans la circonscription de Guédiawaye. Évidemment, nous avons pu remonter les informations et on nous a dit que déjà il s'agit de 2 cas. Hier, il y avait déjà une fille qui avait été prise et qui avait le téléphone attaché au niveau de sa cuisse. Et aujourd'hui même, ça fait l'objet d'une poursuite par la police qui est partie la chercher ce matin. Et ce matin encore, on nous a signalé un autre cas. Cette fois-ci, c'est un garçon qui avait été encore pris avec le téléphone. Et je pense que ça fait déjà 2 cas dans un même centre. Et je pense que si la même rigueur se poursuit, mais je ne doute pas qu'il y ait encore des cas comme c'est noté depuis quelques années, qu'il a été cueilli d'après les informations que j'ai pu recueillir du centre. Il a déclaré que le téléphone ne marche pas et que donc c'est pas du tout un bon téléphone. Mais vous savez, tout cela, ce ne sont que des allégations qui ne tiennent pas la route parce qu'un téléphone qui ne marche pas, mais je ne vois pas non plus ce qu'une personne peut faire avec un téléphone qui ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous êtes pris en flagrant délit, d'habitude, vous avez à chercher des explications tirées sur les cheveux et nous alertons encore une fois pour demander aux candidats mais de comprendre que l'utilisation du téléphone dans les centres d'examen est strictement interdite. C'est pourquoi, en tout cas, nous nous félicitons la rigueur quand même dont l'équipe de surveillance a fait montre parce que aussi, il faudrait qu'on puisse encadrer nos enfants, qu'ils comprennent que s'ils commencent déjà dès le bas âge à verser dans ces cas de fraude et de tricherie, mais que l'avenir de ce pays-là sera hypothéqué parce qu'ils sont l'espoir de demain. Eladji Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, la COSIDEP de son côté s'interroge sur le taux de réussite de 94% enregistré au certificat de fin d'études élémentaires cette année, des résultats exceptionnels malgré les nombreuses perturbations du système scolaire. Cette organisation de la société civile qui s'active dans l'éducation formule des recommandations. Mamadou Ndiaye, le responsable recherche et documentation de la COSIDEP. L'examen du CFE 2026 est la première édition sans le concours de l'entrée en sixième. Nous notons qu'il affiche des résultats historiques avec un taux de 94,49%, soit un bond de plus de 23% par rapport à l'année 2025. Pour nous, ces résultats inédits soulèvent toutefois plusieurs interrogations relatives au système d'évaluation, mais également au mécanisme de passage en sixième. Pour la COSIDEP, cette performance-là interpelle, d'autant plus que aucune mesure exceptionnelle n'a été relevée cette année pour justifier a priori cette performance. Néanmoins, quelques hypothèses peuvent être avancées. S'agit-il des résultats de l'essai national qui a été organisé au mois de mai et qui aurait suffi pour opérer les ajustements nécessaires à un mois de l'évaluation finale? Ou bien encore, peut-on croire que les 150 heures de perdues durant la grève de cette année n'auraient pas impacté les classes d'examen? Ou encore, faut-il noter que le système d'évaluation qui a été plus porté sur les compétences serait un facteur explicatif de ces résultats? Face à ces enseignements, plusieurs recommandations sont tirées. Il s'agit pour d'abord la COSIDEP de consolider le cycle fondamental de 10 ans
pour assurer à chaque enfant l'acquisition des compétences minimales nécessaires à son autonomie. Il faut passer au diagnostic des faiblesses, revoir le dispositif de remédiation, mais également de renforcer le suivi des enfants à domicile. Les interrogations de Mamadou Ndiaye, le responsable recherche et documentation de la COSIDEP, des propos recueillis par Eladji Ndiogou Diène. Midi 11 minutes, merci de suivre le journal sur la radio Futur Média. Direction Mbadakhoune, c'est dans le département de Guinguinéo. Mbadakhoune qui se réjouit de la libération de Pape Malick Ndour. Ses proches et partisans se disent soulagés, même si l'ancien coordonnateur du PRODAC reste sous contrôle judiciaire. Il dénonce un acharnement politique et décide de poursuivre la lutte jusqu'à sa libération totale. Fatoumbo. La nouvelle de la libération de Pape Malick Ndour a suscité une vive satisfaction chez ses partisans à Mbadakhoune. Le coordonnateur départemental du COJER de Guinguinéo a affirmé que cette joie dépasse le seul cercle des militants et concerne tout le département. Alioune Ndiaye persiste toutefois à dénoncer ce qu'il considère comme un acharnement contre le président du conseil départemental. C'est avec un immense plaisir que nous avons appris la libération de notre frère Pape Malick Ndour. Donc c'est un homme qui ne mérite pas d'être en prison. Nous sommes très heureux de la libération de Pape Malick Ndour. Depuis le début, nous sommes convaincus qu'il s'agissait d'un acharnement à caractère politique. Cette joie est partagée non seulement par les populations de Mbadakhoune, mais aussi par l'ensemble du département de Guinguinéo. Pour Ousseynou Tchomban, cette remise en liberté n'a rien de surprenant. Le conseiller municipal de Guinguinéo estime que Pape Malick Ndour est un homme loyal qui a été condamné à tort. Nous remercions notre leader Pape Malick Ndour. Sa libération ne nous surprend guère car nous connaissons l'homme. C'est une personne loyale, intègre et véridique. Nous estimons qu'il a été victime d'une injustice. Malgré cette libération, les jeunes de l'APR assurent que leur combat est loin d'être terminé. Ils promettent de poursuivre leur mobilisation. Mais aussi, pour nous, le combat continue. Cette libération est une première étape, mais elle ne met pas fin à notre mobilisation. Nous resterons engagés et mobilisés jusqu'en 2029. Pour rappel, Pape Malick Ndour a été libéré ce mardi, mais il reste placé sous contrôle judiciaire. À Mbadakhoune, ses partisans saluent cette première étape tout en appelant à la libération totale de l'ancien ministre de la Jeunesse. Fatoumbo Guinguinéo, Radio Futur Média. Pape Malick Ndour, donc, qui sort de prison après plus d'1 mois et demi, vous l'avez dit, Fatoumbo, où il reste sous contrôle judiciaire. C'est dans le cadre de l'enquête sur le dossier du PRODAC. Il est poursuivi pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Le montant en cause est estimé à 2,7 milliards de francs CFA. Tivaouane Peulh, les habitants des quartiers Tawfekh Yakar, Sokabek et environ interpellent les autorités sur le manque d'infrastructures sociales de base dans la zone. Plus grave encore, selon eux, le site destiné à accueillir certaines infrastructures est aujourd'hui occupé par l'entreprise Sokabek. Aminataba. Une route en latérite complètement dégradée, c'est la seule voie d'accès au quartier de Tawfekh Yakar, Sokabek et environ à Tivaouane Peulh Niag. Les habitants dénoncent leurs difficiles conditions de déplacement et interpellent les autorités. Pape Yougambay, secrétaire général du mouvement Aar Sunu Tawfekh Yakar. La route desservant la cité Tawfekh Sokabek et environ est dans un état de dégradation très avancé. En saison des pluies, elle devient impraticable. En saison sèche, la poussière rend la circulation dangereuse. Cette situation bloque l'accès aux services de base. Elle constitue un frein majeur au développement et un danger pour les élèves, les malades et les usagers. Enclavés, ces quartiers ne disposent ni de postes de santé ni d'école, une situation qui complique le quotidien des populations selon le secrétaire général du mouvement. Nos enfants n'ont pas de collège. Ils font des kilomètres pour rejoindre leur école. Nos malades parcourent aussi des kilomètres faute d'hôpital. Nos cases, des tout petits, même chose. Toute la cité souffre d'un enclavement total. Les habitants dénoncent également l'occupation depuis plusieurs années du site destiné aux infrastructures sociales par l'entrepôt de l'entreprise Sokabek chargée des travaux d'aménagement de la cité. Une entreprise nommée Sokabek refuse de libérer les lieux qu'elle occupe illégitimement. Ces espaces ne lui appartiennent pas. Ils sont réservés par plan d'urbanisme à l'intérêt public. Sokabek ne peut pas passer ses intérêts privés avant la santé et l'éducation
l'éducation de toute une population. Nous exigeons le départ immédiat de la base de Sokabek des emprises concernées. Recasé à Taoufir Yakar sous le régime de Macky Sall, après les inondations dans la banlieue de Dakar, ces populations disent avoir interpellé à plusieurs reprises les autorités, notamment le maire Momar Sorno Diop. Elle affirme être toujours dans l'attente de solutions. Aminata Batouaounbel, Radio de Média. Spéculation foncière, le village de Makatoubé, c'est dans la commune de Gandon, étouffe sous le poids des projets de lotissement. Les populations dénoncent un accaparement de leurs terres, une menace sur l'agriculture et sur les zones de pâturage. Elles ont organisé une marche pour alerter les autorités Ousseynou Diop. Les habitants de Makatoubé sont en colère. Ils l'ont fait savoir en descendant dans la rue. Ils protestent contre le nouveau projet de lotissement entamé par la mairie de Gandon. Selon eux, ces multiples morcellements de terre étouffent leur village et impactent leurs activités. Yale Diagne est le porte-parole des populations. Qui dit Makatoubé, Makatoubé c'est un village. Et qui dit village passe naturellement à l'agriculture. Qui dit village passe naturellement à l'élevage. Si ces terres sont prises, où est-ce que nous allons produire développer notre agriculture? Si ces terres sont prises, où est-ce que nous allons produire notre élevage? Et c'est ce que nous ne pouvons pas comprendre et nous ne l'accepterons jamais. La situation de vie des populations devient de plus en plus difficile depuis quelques années. Pour se faire entendre, les habitants invitent les autorités locales et étatiques à réagir. Ils demandent également l'arrêt définitif de ce nouveau projet de lotissement. Et le maire, tout ce qui lui intéresse, c'est de procéder à des lotissements sur les terres de Makatoubé. Mais nous n'accepterons jamais le lotissement de Mak Extraction. Nous ne l'accepterons jamais. Si le maire veut continuer sur son lancé, il n'a qu'à préparer une fausse commune. Parce qu'il va marcher sur nos cadavres pour procéder à ce lotissement. Les habitants de Makatoubé affirment avec force le refus catégorique de céder leurs terres à la mairie de Gandon. Déterminés à protéger leur village et leur économie, ils exigent l'arrêt définitif du projet de lotissement et interpellent directement l'État sénégalais. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Ousseynou Diop, justement, pour une gestion optimale du foncier, surtout en milieu rural, le Sénégal qui engage une nouvelle étape. Désormais, aucun maire ne pourra morceler, encore moins vendre un terrain. Une cartographie des usages et risques sera créée. C'est ce qui ressort en tout cas d'une rencontre tenue à Thiès entre les élus locaux et les directeurs des collectivités territoriales. Un travail qui sera validé par le chef de l'État demain jeudi. Ce sera en marge de la rencontre avec les élus locaux. Cheikh Anta Diop. Avant cette étape importante, les maires du Sénégal et présidents du conseil départemental se sont réunis à Thiès pour partager les orientations stratégiques sur les nouvelles réformes foncières. Je rappelle qu'on a 553 maires au Sénégal, 8 maires de ville et 43 présidents du conseil départemental. Et c'est l'occasion de partager la vision présidentielle de la gouvernance locale, surtout de partager les orientations stratégiques de la réforme qui intègrent des préoccupations de gestion foncière. Maintenant, il s'agira cette fois-ci d'aller plus loin. Arounaba, le directeur des collectivités territoriales. Il y a la cartographie réglementaire des usages, des risques et des projections. Cette cartographie est un outil qui devra permettre à chaque maire, avant de prendre possession de ses missions de maire, d'avoir connaissance des vocations foncières au sein de la commune. Désormais, avec l'acte 4, aucun maire ne pourra faire de confusion sur là où il faut construire, là où il faut faire passer le pâturage, ou là où il faut les forêts classées. Donc tous les domaines, les vocations sont ciblées et connues à travers la cartographie. Pour Mamadou Wouri Baïlo Diallo, le président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, c'est une belle opportunité qu'il faudra saisir. Un homme de consensus sur des problématiques liées au foncier. Il a eu le courage, et c'était pas évident. Regardez, peu de gens ont eu le courage d'aller poser ce problème de la gestion foncière, réunir les acteurs, dire que nous allons trouver un consensus autour du territoire sur la gestion foncière. Un consensus des territoires sera trouvé demain au CICAD de Diamniadio avec le président de la République et l'ensemble des élus locaux. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, midi 19 minutes. Campagne agricole 2026-2027. Une des mesures prises hier lors du Conseil interministériel, c'est la reconduction de l'enveloppe de 130 milliards de francs CFA. Le CNCR salue la décision, mais le COPEGA estime que l'État pouvait augmenter l'enveloppe au vu des ambitions affichées. Awambaï. Associé à la réunion interministérielle sur la campagne agricole 2026-2027, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux salue le geste du gouvernement et apprécie positivement le maintien de l'enveloppe de 130 milliards pour couvrir les différentes dépenses de la campagne agricole. Selon Sidiba, le porte-parole du CNCR, la régulation du marché reste le principal problème et il interpelle le gouvernement. Remercier le gouvernement de nous avoir associés à cette rencontre et d'avoir aussi développé, malgré la conjoncture actuelle, de maintenir l'enveloppe
financière pour la préparation de la campagne agricole 2026-2027 n'était pas évident. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est le défi du marché. On produit, mais quand on produit, on est confronté à des problèmes de vente. Donc il faut que l'État nous aide à la régulation de ce marché-là et faire de sorte aussi que la concurrence déloyale, qu'elle ne soit plus de mise et que les prix aussi que les gens se proposent soient des prix équitables, des prix justes. Habib Thiam, le président du collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide COPEGA, lui va à contre-courant du CNCR. L'enveloppe de 130 milliards de francs CFA pour le financement de la campagne agricole devait être augmentée. Il insiste sur la maîtrise de l'eau. Le fait que les 130 milliards, on a pris 10 milliards pour les orienter quand même vers Israël et les autres secteurs. Moi, je n'apprécie pas. Comme ils ont dit qu'ils comptent que sur l'agriculture pour tenir leurs engagements vis-à-vis du peuple par rapport à l'émergence et au développement du Sénégal et à l'employabilité des jeunes, je pense qu'on devrait quand même améliorer le budget. Mais je pense que priorité sur des priorités, la plus priorité des priorités, c'était l'agriculture. Et à aucun moment, le ministère avait demandé 140 milliards de budget, une augmentation de 10 milliards. On a maintenu 130 milliards et les quelques milliards, les 10 milliards, 4 milliards qu'on a transférés à Israël, moi je pense qu'on devait rajouter les 10 milliards que le ministère a demandé pour au moins continuer le planning d'Israël et les autres secteurs, surtout aussi dans la maîtrise de l'eau. Je leur ai dit, le plus urgent, c'est la maîtrise de l'eau. D'autant plus que Météo nous prévient qu'on aura quand même des tendances déficitaires de la pluviométrie cette année-ci et aussi une saison de pluie très courte. Une gestion inclusive du gouvernement des questions agricoles, une forte demande des acteurs qui pensent que l'autosuffisance alimentaire ne peut pas se réaliser tant qu'ils sont exclus du processus de prise de décision. Touba, le directeur de l'Office national de l'assainissement qui hausse le ton et dénonce le faible niveau d'exécution des projets dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la ville sainte. Seyni Diène cite le cas du canal centre, seulement 4 km exécutés sur un linéaire de 8 km au moment où l'hivernage s'annonce à grands pas. Papa Balagui. Rassuré par l'état d'avancement des travaux sur le terrain après le démarrage des opérations de curage des caniveaux dans la ville-centre de Touba, le directeur de l'ONAS, Seyni Diène, déplore par ailleurs un certain retard dans l'exécution des projets structurants. Ces projets aussi sont à des niveaux d'avancement appréciables quand même, mais il urge de prendre des mesures pour vraiment accélérer la cadence. Parce qu'il faut dire que, à la vérité, sur 8 km, quand on en est encore à 4, il y a lieu de se réajuster. Et les équipes sont suffisamment conscientisées pour le plus rapidement, en tout cas, provoquer une réunion qui va réunir l'ensemble des parties prenantes pour enfin identifier en tout cas des leviers qui nous permettraient d'aller très très vite. On peut mieux faire. Interpellé sur la construction du bassin de Ngiranen en chantier, le directeur de l'ONAS donne des assurances et estime que les délais vont être respectés. Il est à un taux d'exécution satisfaisant et l'entreprise nous a promis de finir les travaux dans 3 à 4 semaines au maximum. Encore que même si les travaux ne se terminent pas, le bassin, en fait, l'essentiel est qu'il assure la fonction hydraulique, transition entre le canal central et le canal principal. Et nous espérons qu'il va bien jouer son rôle. Maintenant, après la saison des pluies, on pourra continuer les aménagements paysagers, etc., de façon à rendre beaucoup plus. Les projets structurants des défis pour gérer les questions des inondations et de l'assainissement à Touba. L'Office national de l'assainissement entend mettre les bouchées doubles pour l'achèvement des travaux et permettre un meilleur drainage des eaux hors de la ville-centre de Touba. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. L'actualité internationale. C'est avec Navis Satoussila. Bonjour Nafi. Bonjour Barthélémy. Afrique du Sud d'abord, c'est pour parler des violences xénophobes. Plusieurs organisations seraient derrière une forte mobilisation justement hier dans le pays. Qui sont ces organisations qui font croître la violence xénophobe, qui ne ciblent que les migrants africains, les forçant à quitter l'Afrique du Sud. Manu Militari, en tout cas selon des informations, elles sont soutenues par la société civile et certains partis politiques. Les détails qu'on doit voir avec Pape Ibrahim Ndiaye, mais en attendant, et en mode de représailles sur la toile notamment,
notamment TikTok, Barthélemy, où les images des manifestations d'hier défilent sans cesse. Les internautes appellent au boycott de MTN, l'opérateur téléphonique sud-africain implanté dans de nombreux pays africains, de même que d'autres structures sud-africaines qui ont évolué à l'international. Et au Nigeria, un nouveau contingent de 269 Nigérians est arrivé ce mardi à Lagos à bord d'un vol de rapatriement organisé par les autorités. Plus de 25 000 ressortissants donc ont quitté l'Afrique du Sud. Nafissatou Sila, nous parlons de l'épidémie d'Ebola qui pourrait coûter un peu plus de 3 milliards de dollars à l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies met en garde contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales de l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale, susceptible de provoquer des pertes financières et une aggravation de la pauvreté. Le programme des Nations Unies pour le développement prévoit aussi la perte d'environ 328 000 emplois sur le plan sanitaire. Les autorités congolaises font état d'au moins 1307 cas et 377 décès depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai. Les experts alertent par ailleurs sur un risque de propagation régionale vers plusieurs pays voisins, notamment le Soudan du Sud, le Rwanda et l'Angola. L'agence onusienne met en garde contre une crise prolongée si la réponse internationale n'est pas renforcée. Au Moyen-Orient, l'Iran veut mener seul les opérations de déminage du détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien a réaffirmé sa position de souveraineté exclusive sur les opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz, zone maritime hautement stratégique pour le transit du pétrole mondial, opération conforme au protocole d'Islamabad et qui exclut toute forme de coopération étrangère sur cette zone. Nous restons toujours au Moyen-Orient, Barthélemy, où le ministre israélien de la Défense a déclaré ce mercredi que l'armée israélienne resterait indéfiniment dans ce qu'elle qualifie de zone de sécurité établie au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. La veille, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu dans la partie sud du Liban occupée par Israël, où il a confirmé que son armée resterait sur place tant que le Hezbollah pro-iranien menace Israël. Barthélemy, c'est tout pour la page inter. Merci beaucoup Nafissatou Sila. RFM Sport. Et on reste avec le Mondial 2026, les 16e de finale qui se poursuivent cet après-midi ou aujourd'hui si vous voulez, au programme Belgique-Sénégal. Ce sera à 20h, bien avant à 16h. C'est la République démocratique du Congo qui va faire face à l'Angleterre et États-Unis, Bosnie-Herzégovine. Ce sera à partir de 0h. Hier, la Côte d'Ivoire a été éliminée de la compétition par la Norvège sur le score de 2-1. Le deuxième but norvégien a été marqué par Erling Haaland en fin de match à la 86e minute pour être précis, après l'égalisation des Ivoiriens par Amad Diallo. La France, elle, continue de dérouler avec sa 4e victoire en autant de sorties. Les Bleus ont battu la Suède hier sur le score de 3-0 avec à la clé un doublé de Kylian Mbappé, l'attaquant français qui égale donc Lionel Messi au tableau des meilleurs buteurs avec 6 réalisations depuis le début de la compétition. Ils sont suivis de Erling Haaland qui en est à 5 buts. Le Mexique, un des pays organisateurs, s'est qualifié en 8e de finale en s'imposant devant l'Équateur 2-0. Cette qualification a entraîné la mort de 2 personnes lors des célébrations à Mexico, la capitale. C'est la première fois que le Mexique attend les 8e de finale d'une Coupe du Monde. Pour le tableau provisoire des 8e de finale, donc on aura Maroc-Canada, France-Paraguay, le Paraguay donc qui a éliminé l'Allemagne, et le duel Brésil-Norvège en attendant de compléter ce tableau des 8e de finale. Nous parlons à présent de régate, une grande course de pirogue qui aura lieu samedi à Ngor. Elle verra la participation de plusieurs rameurs des villages Lébou de Dakar.
Cet événement est organisé par la ville de Dakar dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, les JOJ 2026. Ramatoulaye Sagna, la directrice des sports, de la jeunesse et de la vie associative de la ville de Dakar, des propos recueillis par Moustapha Fall. On prépare la grande course de régate au niveau d'Ongor avec la fédération en collaboration avec la mairie d'Ongor. Mais j'avoue que cette manifestation entre dans le cadre des dispositifs de préparatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Au niveau de la ville de Dakar, on a un plan stratégique de communication, de sensibilisation qu'on est en train de mettre en œuvre dans les communes respectives. On a été au niveau de la grande commune avec la randonnée, ensuite au niveau de la mairie de Grand Yoff pour le festival du sport avec la population en collaboration avec le maire. Mais aujourd'hui, on va vers les peuples de l'eau, comme on le dit, au niveau d'Ongor. Au niveau d'Ongor, là, c'est pour vendre vraiment la destination dakaroise, la destination du Grand Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est tous les peuples de l'eau à travers la commune d'Ongor qui va abriter ces courses de régate, comme on le dit. Donc, on a fait vraiment les points essentiels et importants par rapport à cette manifestation. C'est d'abord de vendre la destination dakaroise. De deux, c'est de promouvoir la culture vraiment dakaroise. De trois, c'est de faire vraiment rayonner les Jeux olympiques de la jeunesse à travers le territoire dakarois. C'est dans ce sens que le maire de Dakar, M. Abbas Fall, et le maire d'Ongor, M. Magueye Ndiaye, se sont vraiment donné la main pour abriter ces régates, ces courses de pirogue, mais aussi parler aux populations, les sensibiliser, les inviter, vraiment à inviter les autres qui seront à Dakar dans ce territoire bien béni. Voilà, la ville de Dakar donc qui prépare ces régates, ce sera samedi ici même à Dakar. Il est midi passé de 32 minutes. RFM, la presse du jour. Le match Belgique-Sénégal à la une des quotidiens de ce mercredi. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une Coupe du Monde 2026, la bataille de Seattle, Sénégal-Belgique pour une place en huitième de finale. Les Lions, à 90 minutes de nouvel exploit, soupire l'observateur. Les portes des huitièmes de finale grandement ouvertes pour les Lions du Sénégal. Croix Savard, le journal Les Échos. Duel Belgique-Sénégal, vaincre les Diables Rouges ou périr. Après la révolte, le moment de faire rêver, écrit Tribune. Match de confirmation, signale Sud Quotidien. À l'assaut des Diables, Bûcheron inquiète. Faites-nous rêver, s'exclame le Témoin. Sur ça, de poser alors le contexte sur un ton solennel. Ce mercredi, les poulains de Pape Thiaw qui auront à cœur de bouffer du Diable Rouge devront sensiblement élever leur niveau de jeu pour ne pas raccrocher définitivement le tampon. D'autant plus que, excepté les victoires contre la Suède, la France en 2002, les Lions éprouvent depuis lors de grandes difficultés à gagner face aux nations en phase finale du mondial. Mais attention, rappelle le confrère, les Diables Rouges qui n'ont plus remporté de trophées majeurs sur la scène internationale voudront aussi confirmer le statut de prétendant au titre. Les Lions sont prêts à rugir, assure donc le journal LAS, mais l'observateur avertit, il faudra aussi faire attention à la cavalerie belge Doku, Lukaku, De Bruyne, et le confrère relève que ce sont les clés pour contenir le trident belge. Le journal Les Échos pointe le casse-tête Rudy Garcia, connu pour être un fin stratège. Le journal qui donne des nouvelles de la tanière relève qu'Edouard Mendy sera le grand absent de ce match, toujours blessé. Pape Thiaw confie que son équipe est prête à tout donner pour continuer l'aventure. Kalidou Koulibaly disponible, mais le coach fera son choix selon le journal Vox Populi. Sadio Mané en a profité aussi pour faire ses adieux aux phases finales de Coupe du Monde. Cette édition sera probablement la dernière de ma carrière, a-t-il laissé entendre. Propos repris par le journal. Le confrère note que ce sera le match du faux frère Onana. Le mathématicien Saïd Martinez sera au sifflet. Le Maroc, lui, a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale, mais la Côte d'Ivoire a été donc battue hier par la Norvège, battue par Haaland, et la Côte d'Ivoire donc retourne au bercail. Pape Malick Ndour recouvre la liberté,
incroyable rebondissement judiciaire. L'Observateur revient sur les coulisses inédites de la libération de Pape Malick. Le journal a réussi à l'accrocher. Pape Malick confie: pour l'instant, je ne peux pas trop pencher. Je peux juste confirmer que c'est dans la soirée que l'on m'a informé du retrait du pourvoi du parquet et invité à accomplir les formalités nécessaires à ma libération. Ce sont eux qui m'avaient fait incarcérer et ce sont eux qui m'ont lâché. Le journal fait le récit de 24 heures de suspense judiciaire entre notification, retrait en catimini de la chambre 36 de Rebeuss peu avant la fin des visites d'hier vers 18h jusqu'au retour auprès de sa famille. À la une du journal Réumi Quotidien, débat d'orientation budgétaire, Cheikh Diba, le ministre des Finances, confie qu'il n'y aura pas de restructuration de la dette. Le ministre écarte une dette cachée et parle de misreporting. Les recettes du budget général projetées à plus de 18 000 milliards de francs CFA entre 2027 et 2029 relèvent encore la publication. Le journal Le Soleil note que les recettes issues des hydrocarbures vont avoisiner les 703 milliards de francs CFA entre 2027 et 2029. Dans le journal Vox Populi, Cheikh Diba livre les grands chiffres et orientation économique: 18 286 milliards de recettes, plus de 21 000 milliards en dépenses, soit un déficit énorme, note encore la publication. Les dépenses de fonctionnement en baisse de 159 milliards et les investissements publics en progrès de 510 milliards de francs CFA sur la période. À la une du journal Source, rencontre entre le président Diomaye Faye et les maires. Demain à Diamniadio, le régime s'explique, le PASTEF en rage. Prévu demain, la rencontre est annoncée par le gouvernement comme le moment majeur consacré à l'acte 4 de la décentralisation et à la vision Sénégal 2050. Ousmane Sonko à l'Assemblée a donné sa parole. Il ne veut pas de report des élections. Abbas Fall, le maire de Dakar, l'a réitéré hier. En tant que maire, nous y serons, mais il n'est nullement envisageable, selon lui, de vouloir profiter de cette rencontre pour reporter les élections locales. Il n'y a pas longtemps, le même exercice avait été fait, même si le président de la République n'y était pas. Pourquoi donc vouloir en faire un autre à cette période, s'interroge encore Abbas Fall dans le journal Source. Bonne lecture, Mohamed Ali Bouba. Mesdames, Messieurs, merci. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Ali Bouba, digital Aïda Samb, réalisation Elad Djunjo Goudjen. Il sera là à 13h. Aïda Sek plutôt. Toutes mes excuses, Aïda. Chef digital, donc Aïda Sek, c'est bien cela. Merci Ali Bouba. Ndiogu Djen sera là à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme. Le match Belgique-Sénégal à la une du journal du Mondial, Pape Malick Diaw et son équipe.